Bienvenue à tous pour cette finale du concours d'éloquence. En cette journée internationale des droits de la femme, c'est une femme qui ouvre cette finale. Ce sont deux femmes qui vont vous inspirer, messieurs, cet après-midi. Ce sont quatre hommes qui tenteront de vous instruire, de vous plaire, de vous émouvoir par leur éloquence. Et c'est un jury composé à parité qui rendra son verdict en fin d'après-midi. Bref, le chemin est encore long pour vous, mesdemoiselles, mesdames, dans la salle, et contrairement à ce que nous entendrons cet après-midi, l'éloquence n'est pas un privilège masculin. Aussi, pendant 2 minutes, je vais en appeler à quelques grandes voix féminines qui, au cours des siècles, ont tenté de faire entendre leurs pensées. Louise Labbé, la belle Cordière, ces femmes des salons littéraires et des ruelles de l'Ancien Régime, mais aussi quelques bons mots qui sont restés dans l'histoire, véridiques ou non, Madame du Barry, 1 minute, Monsieur le Bourreau, mais aussi Olympe de Gouges, qui savait enflammer la Convention et synthétiser, peut-être est-ce la première à avoir inventé le slogan « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune ». Et puis, enfin, parce que c'est par elle que commencera cet après-midi. Et en ce jour où la liberté d'avorter entre dans la Constitution, qui peut oublier ce discours à la tribune de l'Assemblée nationale? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Alors, messieurs, à vous d'être dignes cet après-midi de ces grandes dames. J'ouvre dès lors la première finale de cet après-midi, la première joute, et j'appelle donc Monsieur Abdoulaye Malabal Hissène, qui défendra la position pour du sujet suivant. La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. On vous écoute, monsieur. Madame la Présidente, chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler des mots. Les mots sont à la fois les architectes de l'amour et de la haine, sont de la paix et de la guerre, les maîtres du parfait et de l'imparfait, les jongleurs habiles de tout et de son contraire. Donc évidemment, c'est avec passion que j'entame ces débats. Mesdames et messieurs, il y a de cela 3 ans que je suis arrivé en France, au pays des Molières et des Baudelaire, dans le cadre de mes études, laissant mon pays le Tchad plongé dans une dictature sanglante où le fils du roi, devenu roi, tue, assassine et maltraite son peuple. Ces derniers est soumis sans recours à toutes sortes de maltraitances, pauvreté extrême, tribalisme exacerbé et insécurité totale. Ces rois aspirent à l'absolu. Il n'est peut-être pas le premier à détenir un pouvoir illimité, mais croyez-moi, il est assurément et certainement le premier à l'exercer sans limite. Vous en doutez bien, il se rêve un Caligula. Croisons les doigts et espérons qu'il connaîtra la même fin que son mentor. Mesdames et messieurs, étant au Tchad confronté à cette réalité douloureuse, à cette réalité brutale, je la considérais plutôt comme une fatalité. Je pensais que la vie était ainsi faite, avec ses hauts et ses bas, et que mon statut d'enfant d'un entrepreneur m'exemptait de toute responsabilité.
je croyais que rien ne pouvait changer et que ces sous-développements étaient le destin du Tchad. Pourtant, les lacunes flagrantes de l'État à tous les niveaux témoignent que ces sous-développements est un choix politique. Malgré cela, nous, le peuple tchadien, nous ne prenons pas notre responsabilité au point que le dictateur se sentait irréversible, ignorant que des tyrans plus puissants que lui firent devenir réversibles dès lors que le peuple décide d'agir. Ainsi, la mauvaise conscience générale tchadienne me procurait une certaine bonne conscience individuelle. Après tout, je ne suis pas le seul à ne pas agir, disais-je. Puisque tout le monde ne le fait pas, poursuivais-je, donc je ne suis pas responsable, concluais-je. Arrivé en France, après avoir côtoyé ces peuples rebelles, ces peuples humains, héritiers de la lumière qui rappellent sans cesse, dans toutes les occasions, à ses dirigeants, qu'il est le seul souverain. Après avoir appris et nourri de l'histoire de ces pays, notamment celle de 1789 et la victoire glorieuse et éclatante du peuple souverain, j'ai commencé à me demander pourquoi ne pas agir contre cette dictature tchadienne à la manière de la Révolution française contre Louis XVI. Et voyez-vous, ces questionnements, cette réflexion m'ont fait réaliser que la conscience générale française sur ces sujets m'a fait sentir en partie responsable de ce qui se passe dans mon pays. Mesdames et messieurs, j'ai commencé à rappeler à mes compatriotes, à travers mes réseaux, notre devoir de refaire notre pays, de refaire notre monde, contrairement à vous qui devez empêcher que votre monde se défasse, comme disait Albert Camus. Et cela prouve quelque chose, que la lumière ne peut régner dans une société que lorsque la conscience collective est celle de la lumière. Voyez-vous, le XVIIIe siècle n'a été l'âge de la lumière grâce au génie de ses auteurs, tous à leur façon bien sûr, d'une manière à une autre, défenseurs de la lumière. Je pense évidemment à Voltaire, le juriste que je suis, enfin excusez-moi Madame la Présidente, mais le mini-juriste que je suis, célèbre Montesquieu. J'envisage le grand orateur Maximilien Robespierre quand il disait « Périsse nos colonies plutôt qu'un principe ». Je pense à Rousseau et tant d'autres. En revanche, l'obscurité ne peut rien que là où l'obscurantisme domine. Et cela prouve quelque chose, prouve l'influence significative, très significative, de la conscience générale sur la conscience individuelle. La conscience individuelle n'est rien d'autre que le fruit de la conscience générale. Si cela étant dit, permettez-moi d'entrer dans le vif du sujet. Oui, la mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Pour soutenir cette affirmation, jetons un coup d'œil à l'histoire. Visitons l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité, elle, tirera la leçon et gardera le souvenir. Pendant cette période douloureuse, des êtres humains ont été déportés de leur pays, maltraités, séparés de leurs terres et de leurs proches, au nom d'une idéologie absolument absurde, totalement criminelle, appelée le principe de l'inégalité naturelle. Durant cette période, interrogeons la conscience individuelle de ceux qui mettaient en pratique ces principes. N'étaient-ils pas conscients de la souffrance de ces personnes innocentes? Leur être naturel, comme disait Rousseau, n'a-t-il pas réagi? À toutes ces questions, la réponse est tristement non. Puisque leur conscience, la conscience générale à cette époque, considérait ces crimes comme nécessaires économiquement pour certains et culturellement pour d'autres. Donc, ceux qui mettaient en pratique ces principes ne se considéraient pas comme des colonisateurs, mais plutôt comme des hommes de leur temps, répondant à l'appel de la grandeur et de la destinée de leur nation. Leur conscience individuelle était inondée par la marée montante de la mauvaise conscience générale. Mesdames et messieurs, tel est le confort que la mauvaise conscience générale octroie à chacun, à chacune de nous. Qu'en est-il de notre ère moderne? Qu'en est-il du statut des femmes dans cette ère moderne? Voyez-vous, mesdames et messieurs, malgré les combats courageux, les combats victorieux, les combats admiratifs de Simone Veil, de Simone de Beauvoir, de Gisèle Halimi et bien avant elle de Christine de Pizan au XIVe siècle, dans certaines sociétés, les femmes sont toujours considérées comme des êtres créés pour récompenser les hommes par moments et pour les servir parfois. Elles sont confrontées à des attentes sociales rigides dans tous les niveaux de la société. Elles sont jugées souvent, j'allais même dire toujours, sur des critères de beauté,
des maternités et des conformités aux normes des genres traditionnels. Face à cette pression masculine, aucun homme, en Afrique nous on dit aucun mâle noir, mais bon, aucun mâle blanc ne s'est considéré personnellement, individuellement responsable de cela. Car la mauvaise conscience générale agissait comme un baume apaisant sur la conscience individuelle de ces hommes-là. Espérons qu'il y aura un changement des grés ou des forces, tôt ou tard. Mesdames et messieurs, en définitive, oui, encore une fois, la mauvaise conscience générale octroie d'une manière à une autre à chacun de nous une bonne conscience individuelle. Et cette évidence, contredire cette évidence, reviendrait à renier notre nature d'homme, car cela est dû à la complexité et à la fragilité de la condition humaine. Renier cette évidence, c'est nous faire des fanatiques de Marc Bolan. Ainsi, il ne serait étonnant que mon cher contradicteur ait opté pour la défense synthétique de cette thèse, puisque lui, le fervent admirateur de Marc Bolan, il s'abreuve à la source de son génie, réutilisant ses mots éloquents, quoique controversés. En cela, il se conforme à la doctrine bonanienne qui se préconise que mieux de se nourrir du génie des autres, d'autrui, que de s'embourber dans sa propre ignorance. Et voyez-vous, cette stratégie lui a valu quand même la première place, même si certains voyaient une forme de plagiat, lui ne le pense absolument pas, enfermé dans cette idée où tout le monde le fait d'une manière à une autre. Et voyez-vous, en cela, la mauvaise conscience générale octroie à notre lauréat une certaine conscience individuelle purifiée. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de dire les mots suivants. Hommage éternel à Simone Veil, à Gisèle Halimi, à Christine de Pizan, à Simone de Beauvoir. Gloire éternelle à toutes les femmes du monde, à tous les peuples du monde qui résistent contre l'ordre injustement établi. Car la dignité humaine révèle de cette résistance-là une seule devise, plutôt avoir la queue coupée que de se laisser piéger ou capituler. Merci pour votre écoute attentive. Merci à l'équipe du lycée Baudelaire pour votre considération très admirative. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Madame la Présidente, vous avez si justement introduit tout à l'heure la grandeur de ces figures féminines qui, en ce jour marquant du droit des femmes, sont si importants. Alors, comparé à Madame de Beauvoir, comparé à Madame Veil, je ne peux que décevoir ou alors me donner beaucoup de mal. Et je préférerais me donner beaucoup de mal. Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, la mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde veille. De Simone Veil, une personne pour qui j'éprouve une admiration certaine et qui, je l'espère, est universelle. Car elle a connu l'enfer, elle en est revenue et elle a participé à construire un paradis, une vie que je trouve de la plus haute tenue. En ce qui concerne le sujet que l'on me suggère, 2 mots guideront mes propos tel un fil d'Ariane: la conscience et la responsabilité. Mais que je vous dise d'un mot, avant de commencer mon sujet ou les propos que je vais vous tenir. Je ne crois pas au tout. Je ne crois pas en l'harmonie. Mes déesses coutumières sont Théris, déesse de la discorde, mon deuxième familier Agone, le dieu du combat, et si je devais trouver dans ce panthéon singulier, Polémos, le dieu de la guerre. Comprenez-moi bien, je conçois que des âmes intranquilles aspirent à des choses aussi vulgaires que le bonheur à la tranquillité. Dans l'ordre de la vie, je vous concède cette nécessité presque physiologique dans l'ordre de l'esprit. Mais messieurs, dames, concevez que seule la contradiction, l'affrontement, le doute
Tout ce qui rend intranquille, inquiet et qui fait désespérer les hommes mérite d'être vécu. Ce faisant, je défendrai le contre. Je vous dis ceci car j'en suis encore à l'exorde, et que, dans sa disposition classique, depuis Quintilien en Cicéron, voudrait qu'elle fût composée d'un exode, d'une narration, d'une péroraison, d'une réfutation. C'est ce que nous faisions du temps où les élèves écrivaient des dissertations, d'une introduction, d'une thèse, d'une antithèse, d'une synthèse. Mais aujourd'hui, les élèves n'écrivent plus de dissertations. Ils sont figés sur des écrans, ils pianotent sur des ordinateurs, ils s'envoient des SMS, qui sont d'ailleurs des signaux de détresse de l'âme. Mais ils ont une aiguë conscience. Pour commencer, je vais donc vous dire quelques mots qui seront des banalités. L'homme a commencé par penser, dans une chronologie anthropologique incertaine. Le plus faible des roseaux, mais un roseau pensant, comme le qualifiait Pascal. Et de la pensée émerge la conscience. La conscience procède de l'exigence que l'on se réserve à soi-même. C'est un savoir intuitif et immédiat qui nous renseigne sur nos actes et nos états. C'est un dialogue de l'âme avec elle-même, pour citer Socrate, et non pas un dialogue de l'âme avec celle d'autrui. La mauvaise conscience générale ne permet pas de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Descartes, qui a consacré sa philosophie, ses œuvres à la conscience et à l'identité, en est arrivé à la conclusion et au cogito suivant « je pense, donc je suis ». Ce qui est, et vous y consentirez aisément, fondamentalement différent de « nous pensons, car je suis ». Car la conscience individuelle est indépendante de celle des autres. Elle n'a nullement besoin de l'essence de celle des autres pour exister ou se gratifier. Mesdames et messieurs, nous jouissons d'un héritage culturel exceptionnel. Du classicisme au nouveau roman, en passant par le réalisme, du père de la philosophie Socrate, jusqu'à la généalogie de la morale de Nietzsche, en passant par le contrat social de Rousseau. Que ce serait d'une hypocrisie absolue que de prétendre ne pas avoir assez de matière pour construire, élaborer, confectionner sa propre conscience et devoir se référer à celle des autres. Première considération. Toujours sur la conscience, je vous accorde que celle-ci peut parfois s'égarer. Je vous accorde que la conscience peut s'oublier, ce qui laisse comme désolation des cons qui pensent être doués de science, ou, de façon plus soutenue pour ne pas m'écarter de la bienséance, la mauvaise conscience. Mais mesdames et messieurs, concevez que si une personne se gratifie de l'imbécilité ou de la nullité d'autrui, soit parce qu'ils auraient désappris l'exercice du verbe, soit parce qu'ils considéreraient qu'une parole ailée est un exercice de l'extrême ou qu'ils seraient si peu familiers au jeu de l'intelligence, alors ce n'est en rien. Ce n'est en rien une élévation d'âme comme le concevait Platon. Il n'y a pas lieu à monter l'âme à un degré d'incandescence, il n'y a pas de turgescence autour de cela. Tout au contraire, ce serait se rabaisser, s'amoindrir au même statut que ceux que l'on méprise. On ne se gratifie pas de l'insuffisance d'autrui. Et si on s'obstine à le faire, par amour pour la condescendance, alors la seule chose qui nous guette est la nullité. La nullité, dites à la nullité, je t'assigne à la nullité. Deuxième considération. Mesdames et messieurs du jury, il n'aura sans doute pas échappé à vos âmes intellectuelles que la conscience et la responsabilité présentent un certain nombre d'analogies, ne serait-ce que pour la pertinence du sujet. La responsabilité provient du latin respondere, qui signifie l'obligation d'une personne de reconnaître ses actes, de reconnaître qu'elle en est l'auteur et donc de les assumer. Et en guise de transition, je trouverai Kant, qui au XVIIe déjà, déclarait « Tout homme a une conscience et se trouve observé, menacé de manière générale et tenu en respect par un juge intérieur. » Pour le philosophe, la responsabilité s'adresse à la fois à la conscience et à la fois à l'humanité tout entière. Enfin, sur la responsabilité, et je terminerai parce que je le tiens à le dire sur une note plus personnelle encore. Mon collègue orateur, tout à l'heure encore, vous répétait, parce que l'exercice lui obligeait, nous ne sommes pas responsables puisque tout le monde l'est. Qu'est-ce que cela veut dire si on le traduit dans sa réalité humaine? Cela veut dire
que le pays des Lumières ne l'a parfois plu à tous les étages. Cela veut dire que des gens sont devenus trop insensibles et que l'insincère frôle l'insensé. Cela veut dire que des gens refoulent leur propre bonne morale pour s'accoutumer et se soumettre à la loi de la majorité. Cela veut dire que des gens cautionnent la gratuité et l'illégitimité d'une violence voulue par la majorité. Alors oui, le pays des Lumières ne l'a plus à tous les étages, mais la bonne nouvelle, c'est que les ampoules se changent et néons se déplacent, car même dans la poussière d'un nuage, quand un soleil se perd, deux autres le remplacent. Mais ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, mesdames et messieurs, il n'y a pas de violence qu'avec des armes, il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que nous connaissons très bien, où il n'y a plus aucun espoir pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et je le dis, si nous voyons ce mal proliférer, si nous le constatons, nous avons le devoir d'agir. Et si nous nous y refusons, par peur de la majorité ou par paresse, alors nous nous en rendons complices, nous nous en rendons coupables, et ce faisant, nous en rendons responsables. Et j'emprunterai les mots de l'abbé Pierre. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. En conclusion, et très brièvement, la mauvaise conscience générale ne permet pas de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Et nous ne sommes pas exonérés de responsabilité sous prétexte que le fait blâmable est dû de la majorité. Cette joute oratoire, ce débat, ont été introduits par les propos de Madame Veil. Alors je me permettrai de le clôturer avec les siens. Tout homme doit apprendre à se tenir responsable de son action comme de son inaction. Sans quoi la prospérité des sociétés est menacée et l'homme est condamné à répéter ses erreurs passées. Mesdames et messieurs du jury, merci. Merci pour votre prestation. Chers finalistes, vous disposez d'un droit de réponse, et ce uniquement si M. Hussein décide d'en faire usage. M. Hussein, souhaitez-vous répondre? Madame la Présidente, merci, cher contradicteur, d'avoir pris la défense antithétique de cette thèse, parce que moi, j'aspire être l'avocat d'un peuple. Et l'avocat d'un peuple son premier devoir devrait être de défendre ce qui est considéré par l'esprit collectif comme indéfendable. Donc vous l'aurez compris, mon sujet, c'était pas évident à le faire, mais j'étais très content. Je les ai fait passionnément parce que je crois que tel est mon premier devoir. Pour répondre pour rebondir à tout ce qu'il vient de dire, je pense que la mauvaise conscience générale permet à chacun, légitimement, de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Parce que l'être humain, par essence, est un être social. Il se laisse facilement emporter par les courants de la vie quotidienne. Et c'est dans cette fragilité-là que se tissent les fils de la mauvaise conscience générale. Donc dire le contraire, c'est régner notre nature humaine, notre essence de l'être humain. Juste ça, merci. Monsieur Roche, souhaitez-vous répondre? Je répondrai brièvement. Je répondrai sans répondre. Et vous comprendrez vite pourquoi. On m'a reproché de me nourrir du génie des autres. Maître Marc Bonan, je l'accorde.
car la parole est trop importante pour emporter le pardon. Donc je préfère ne pas m'aventurer ou ne pas me tromper. Ce faisant, je m'instruis les autres. Et selon moi, la parole n'a d'intérêt que si elle est imprévisible. Si elle n'est jamais que la résonance de ce que l'on est, alors l'ennui nous guette. Et je n'ai pas suffisamment d'imprévisibilité pour répondre. Alors je m'abstiendrai. Merci. La première joute est officiellement terminée désormais. Nous vous prions, chers membres du jury, de bien vouloir accueillir les deux finalistes de notre seconde joute, M. Jules Sauvager et M. Jérémy Montmasson. Avant de leur donner la parole, j'aimerais les introduire pour vous les présenter. Ils s'affronteront sur le sujet suivant. Simone de Beauvoir estimait qu'une femme est libre le jour où elle n'a plus besoin de se justifier sur ses choix. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les femmes sont libres? Alors, Jules Sauvager, de prime abord, est étudiant en première année de licence de droit, passionné par l'art oratoire. Il oscille également entre l'histoire et la politique. Face à ce sujet, Jules défendra la position pour. Jérémy Montmasson est actuellement en licence de droit à l'USMB. Il participe au concours d'éloquence Antoine Favre afin d'acquérir plus d'aisance à l'oral, ayant toujours été d'une nature réservée, mais également pour se prouver qu'il est capable de le faire. Il est passionné de cinéma, féru de lecture, amateur de philosophie et d'art en général. Face à ce sujet, Jérémy défendra la position contre. Madame la Première Présidente. Donc pour ce deuxième sujet, Simone de Beauvoir estimait qu'une femme est libre le jour où elle n'a plus besoin de se justifier sur ses choix. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les femmes sont libres? Monsieur Sauvager. Tout d'abord, je vous salue, mesdames et messieurs les membres du jury, madame la présidente, mesdames et messieurs du public, également l'association qui organise ce concours. Pour répondre à cette question, dont vous connaissez déjà la réponse par l'attribution des sujets, je pense qu'il est nécessaire d'aborder tout d'abord la sémantique. De fait, comme le disait Kelsen sur ses travaux sur la Constitution, il n'y a rien de plus flou qu'une liberté, c'est pour ça qu'elle ne devait pas être inclue dans les constitutions qui se devaient être de simples registres d'organisation. Une liberté, c'est avant tout relatif. En témoigne l'évolution qu'on peut voir au cours du XIXe siècle, par exemple des droits des ouvriers en France. En 1789, les privilèges sont abolis. On peut donc considérer qu'ils sont plus libres qu'avant. Mais en 1848, ils obtiennent le droit de vote. On peut donc à nouveau considérer qu'ils sont plus libres qu'avant. Mais voulait-il dire que la libération précédente n'était rien? D'autres encore diront qu'ils ne sont toujours pas libres. La liberté, donc selon le temps, est quelque chose d'extrêmement relatif. Cette relativité n'est que mise en exergue par l'espace. En 1861 avait lieu l'abolition du servage en Russie. Pourtant, allez voir un paysan français de 1861, dites-lui, eh bien regarde, tu es libre, tout comme ce paysan russe, il dira non, non, pour rien au monde, je n'échangerai ma place avec lui. Ainsi donc, il nous faut d'abord borner ce sujet dans le temps et l'espace. De manière assez arbitraire, car on n'a pas affaire malheureusement à une citation, mais plutôt à un point de doctrine de Simone de Beauvoir, j'ai choisi de dater à 1949, le point du sujet. C'est là la date de sortie du deuxième sexe. Ça apparaît comme un point culminant, enfin en tout cas comme un point de changement dans la carrière littéraire de l'autrice, mais donc me paraît intéressant de le fixer comme point d'ancrage. Également, et donc comme soulevé par cette évolution des droits en Russie, sachant que les droits évoluent de manière très asymétrique entre les pays et les peuples, on trouve également la situation aujourd'hui à l'international, il sera cadré en France. Un deuxième mot peut interpeller dans cette doctrine de Simone de Beauvoir, qui est la justification. Une femme sera libre le jour où elle n'aura plus à se justifier de ses choix. Ça peut paraître un peu farfelu, car seul l'idiot ne se justifie pas, ne serait-ce qu'auprès de lui-même. Mais ce serait contradictoire de penser ainsi, car Simone de Beauvoir disait elle-même
qu'une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Il faut donc examiner les autres types de justifications qu'il y a. On peut trouver la justification de l'enfant par rapport à son parent, celle du croyant par rapport à son créateur, ou de votre serviteur par rapport à son patron. Deux points communs unissent ces types de justifications. Tout d'abord, le lien de subordination entre les acteurs. L'enfant est subordonné à ses parents par un lien assez logique, le croyant à son créateur par un lien de foi, et le travailleur à son employeur par le code du travail. Également, un lien qui unit ces deux situations est l'exceptionnel de la demande. L'enfant se justifie non pas pour aller se coucher à 8 heures, mais pour aller au parc, pour obtenir une friandise. Et cette demande est exceptionnelle par rapport aux autres personnes. Je ne crois pas qu'il y ait quiconque dans cette salle qui ait besoin de se justifier pour aller au parc pour obtenir une friandise. Il en va de même pour le pécheur, qui se justifie auprès de son créateur de son péché. Or, un athée commettant une péché de paresse ou de gourmandise, à moins d'enfreindre à la loi et de devoir en répondre dans ses murs, n'aura pas à se justifier. Et enfin, moi-même, réservant mon après-midi pour venir ici, alors que quiconque d'autre qui ne serait pas lié par les liens du salariat n'aurait pas, enfin, en tout cas, par le lien du travail aujourd'hui, n'aurait pas à le justifier. Donc, dans la définition de Simone de Beauvoir, elle dit implicitement qu'il y a un lien de subordination et un lien d'exceptionnel par rapport à d'autres choses que d'autres personnes peuvent faire, qui est lié à la femme. À partir de ce moment-là, il devient difficile d'ignorer plus longtemps l'alter ego de la femme dont nous abreuve la lauréate du prix Goncourt, pour ne pas nommer Madame de Beauvoir, à savoir l'homme. La question devient donc, depuis 1949, en France, les femmes ont-elles acquis de nouveaux droits au détriment de l'autorité de l'homme et plus spécifiquement du mari? À cette question, qui somme toute est factuelle, on peut répondre donc oui. Oui, légalement. On peut penser notamment à 1954, où les femmes acquièrent le droit d'ouvrir seules un compte en banque ou de travailler sans l'autorisation de leur mari. On peut aller à plus long terme, comme en l'an 2000, où est mise en place la parité sur les listes électorales. On pourrait alors protester en disant que ces évolutions légales ne sont en fait que des avancées à marche forcée, allant à contre-courant de la morale, et citer pour exemple les jupettes du gouvernement de ce Premier ministre Alain Juppé, qui servaient à la représentation, en réalité n'avaient pas grande influence, et ont été évincés. Toutefois, il y a eu également des évolutions sociales, allant encore une fois dans le sens d'acquisition des droits pour les femmes, du droit de ne pas avoir à se justifier, donc d'une émancipation. Par exemple, suite à tout un tas d'évolutions, le recul numérique du nombre de mariages, et donc l'évincement, la disparition des conditions qui faisaient que la femme était soumise à son mari, puisque le mari n'y a plus. De plus, désormais, ces acquisitions de droits également témoignent d'une évolution, car encore une fois, un droit, à un instant T, est extrêmement subjectif et n'a pas grand lien et sera considéré au futur comme une évolution, certes, mais au final pas grand-chose. Car, quelles que soient les époques, on trouvera toujours des libéraux. Et une fois que les libéraux auront gagné, leur position deviendra elle-même conservatrice et de nouveaux libéraux apparaîtront. L'important pour savoir si les femmes n'ont plus à se justifier et donc par conséquent gagnent en droit n'est pas d'observer si il y a des évolutions ponctuelles, bien qu'il y en ait, mais s'il y a une dynamique qui se crée. Et à ce moment-là, on peut encore une fois regarder avec ce qui s'est passé depuis 1949, mais également aujourd'hui, dans le monde professionnel. D'un côté, on autorisait les femmes à travailler sans accord, et donc sans justification à donner. Tandis qu'aujourd'hui, on est en passe d'atteindre la parité dans bon nombre de métiers au niveau des cadres. Ainsi, dans la mesure où on peut observer une dynamique qui va dans le sens
de l'émancipation, car c'est bien là la question de la doctrine de Beauvoir, je pense que l'on peut considérer que oui, en effet, les femmes ont de moins en moins à se justifier. C'est tout. Monsieur Montmarsan. Bonjour, chers membres du jury, cher public. Nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, partout dans le monde, des femmes manifestent. Elles protestent. Elles exigent plus de droits, plus de liberté. Elles exigent le droit d'exister, elles exigent les libertés qui ont été accordées aux hommes et non aux femmes. Montaigne, en son temps, disait que les femmes avaient raison de se révolter contre les lois, puisque nous, les hommes, les avons faites sans elles. Il serait alors possible de penser que depuis l'époque de Montaigne, les choses ont radicalement changé. Aujourd'hui, la femme peut voter. Elle n'a plus besoin de l'autorisation de son mari pour travailler. Elle n'a plus besoin de l'autorisation de son mari pour avoir un compte bancaire. Elle n'a même plus l'obligation d'avoir un mari. Et il y a peu, l'IVG, le droit à l'IVG a été constitutionnalisé. Alors, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour les femmes. Simone de Beauvoir a dit qu'une femme ne devient libre que le jour où elle cesse de se justifier de ses choix. Au vu des droits et libertés que j'ai cités précédemment, on pourrait dire que la femme n'a plus besoin de se justifier de quoi que ce soit, qu'elle est complètement libre. Et pourtant, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et partout, en France, en Europe, partout dans le monde, des femmes sont dans la rue et elles exigent des droits et des libertés. Alors, l'homme occidental du XXIe siècle ne comprend pas. Il monte sur ses échasses d'homme occidental du XXIe siècle et regarde ces femmes. Il leur dit, mais que veulent-elles ces femmes? Moi, homme occidental du XXIe siècle, je leur ai accordé tous les droits, toutes les libertés, tout. Elles veulent plus que moi. Elles sont déjà libres. Que veulent-elles? Déjà à l'époque de Simone de Beauvoir, lorsqu'elle rédigeait Le Deuxième Sexe, il y avait déjà des hommes pour dire aux femmes qu'elles étaient déjà libres, que tout allait bien pour elles, que les seules différences qui existaient entre les hommes et les femmes étaient d'ordre biologique. Pourtant, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, et partout dans le monde, les femmes sont dans la rue, et elles exigent des droits et des libertés. Si les femmes sont dans la rue, nous sommes dans un tribunal. Et ce n'est pas pour rien si nous sommes ici, puisqu'en vérité, nous sommes ici dans le cadre d'un procès pour meurtre. Le plus grand féminicide de l'histoire. Le meurtre de la liberté de la femme. Notre principal suspect, un certain Adam. Pas de nom de famille connu, profession, premier homme. Genèse, chapitre 2, versets 21 et 22, nous dit que l'homme est issu, que la femme est issue du corps de l'homme, d'une de ses côtes, plus précisément. Simone de Beauvoir analysait cela comme le fait que, dès les prémices de la civilisation, l'homme a voulu faire croire à la femme qu'elle lui était assujettie, qu'elle était sa propriété, propriété qu'il s'est arrangé de garder tout au long de l'histoire. Et c'est de cela dont parle Simone de Beauvoir lorsqu'elle parle de se justifier. La femme, lorsqu'elle entreprend quelque chose, doit se justifier, comme un locataire qui doit se justifier auprès de son propriétaire. La femme doit se justifier de la longueur de sa jupe. Elle doit se justifier lorsqu'elle entend manifester pour ses droits. Elle doit même se justifier lorsqu'elle entend dénoncer son agresseur sexuel. Souvenons-nous, c'était il y a peu, en 2011, lors de l'affaire DSK. La femme qui accuse alors l'ancien président du FMI d'agression sexuelle a été attaquée de toutes parts, chargée de toutes parts par les médias français, lui sommant de s'expliquer. On aurait même pu penser que c'était elle la coupable. Une autre affaire parlante, plus récente, est celle de l'affaire Luc Besson.
En mai 2018, l'actrice Sandra Troy porte plainte contre le réalisateur français. Des lésions anales sont constatées par les médecins et les faits semblent coller avec les dires de la jeune femme. Pourtant, le réalisateur est interrogé avec une certaine complaisance par les policiers. Il se vantera devant eux, je cite, d'avoir fait jouir la femme plusieurs fois avec son sexe magique. Pour l'actrice, il en a été autrement. Elle a été attaquée par tous les magistrats en charge de l'affaire, se faisant presque traiter de prostituée, tout cela pour finir sur un non-lieu en 2022. Une autre affaire intéressante est celle d'Alam Saïdi, une jeune femme qui a voulu déposer plainte contre son compagnon violent. La police a refusé de prendre sa plainte. Et ce même compagnon la mettra à mort le lendemain. Lorsqu'une femme, à notre époque, entend faire valoir son droit à la justice, son droit à exister, elle se heurte à un rempart. Ce n'est plus un policier ou un magistrat qu'elle a en face d'elle. Non, c'est un homme qui défend l'estrade des hommes. Lorsque Montaigne dit que nous avons fait les lois sans les femmes, il dit vrai. Mais nous avons aussi fait la société sans les femmes. La philosophe chinoise Yi Yinzen a fait le constat, par l'étude de l'histoire et de la langue chinoise, que beaucoup de maximes religieuses, d'éléments de langage, de proverbes étaient faites pour conclure que la femme doit être assujettie à l'homme, qu'il en est sa propriété. Et cela ne se cantonne pas qu'à la Chine. En droit romain, la femme est soit soumise à son mari, soit à son père. Et l'un des plus grands inspirateurs de notre déclaration des droits de l'homme, Jean-Jacques Rousseau, dit que la femme doit supporter le fardeau de l'homme et parfois son injustice. Alors, si l'homme occidental du XXIe siècle a daigné, dans sa grande bonté, accorder quelques droits et libertés aux femmes, comme les empereurs romains donnaient des vins et des jus à leurs citoyens pour qu'ils oublient leur malheur, il n'a jamais cessé de façonner la société à son image. Si le droit n'est aujourd'hui plus totalement un outil d'oppression des femmes, le mal est plus insidieux. Il change de visage. Formaldéhyde, huile minérale, BPA, dioxyde, phthalate. Si cela ne vous dit rien, ce sont les produits chimiques que nous retrouvons dans les maquillages pour femmes. Des publicitaires hommes fixent les normes de beauté pour les femmes. Des patrons d'industrie hommes disent aux femmes ce qu'elles doivent mettre ou porter. Et si une femme entend ne plus correspondre à ces normes de beauté, alors elle devient marginale, elle devient presque le mouton noir de la bergerie. À ce moment-là, j'entends l'homme occidental du XXIe siècle. Il est sur son estrade d'homme occidental du XXIe siècle et il s'agite. Il me hurle dessus que nous avons accordé plus de droits aux femmes, qu'il y a des femmes bien plus oppressées dans le monde, dans des pays lointains, très très lointains, que lui-même ne pourrait pas situer sur une carte. Femmes dont il se soucie peu au demeurant, à qui il fait parfois un geste d'encouragement hypocrite. Mais certes, il a raison, partout dans le monde, des femmes sont privées de liberté. Au Burkina Faso, le mariage arrangé est encore généralisé. En Jordanie, il y a encore un système de tutelle du père ou du mari sur la femme. Et en Afghanistan, l'instruction est prohibée pour les femmes. Nous avons tous entendu parler, fin 2022, de cette révolte des femmes en Iran, qui luttait alors contre le port du voile obligatoire et contre la société masculine. Au même moment, à des kilomètres de là, au Mexique, des femmes luttaient aussi contre l'hypersexualisation de la femme et contre le viol quasi systématisé dans la société mexicaine. Si les femmes iraniennes, elles, se dévoilaient pour protester, les femmes mexicaines, au contraire, se recouvraient de la tête aux pieds pour ne pas être objectivées en tant que femmes. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que là où il y a un homme et une femme, il y aura toujours un homme pour opprimer une femme. Il y aura toujours un oppresseur et une opprimée, quand bien même les modes d'oppression
change selon les endroits. Voltairine de Cleyre a dit que la planète entière était une prison pour les femmes et que la liberté des femmes ne pouvait venir que des femmes. Il y a un exemple intéressant. En 1936, lors de la guerre d'Espagne, les anarchistes catalans avaient proclamé l'égalité juridique des hommes et des femmes. Pourtant, les femmes protestaient toujours. Elles disaient justement que la liberté de la femme ne pouvait venir que de la femme. La femme devait aussi participer à façonner cette société. Alors oui, l'homme occidental nous fait part des grandes avancées de notre temps. Mais il y a un exemple parlant qui est la suppression de l'IVG dans certains États aux États-Unis. Pourtant, États-Unis, que l'on nous dit phare de l'humanité, pinacle du monde. Simone de Beauvoir disait qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question et que vous devez rester vigilante toute votre vie durant. Alors, ce n'est pas à moi de dire quand est-ce que les femmes seront libres. Mais peut-être que la femme sera libre le jour où elle n'aura plus besoin de se justifier de la tenue qu'elle porte. Peut-être que la femme sera libre le jour où on voudra bien l'écouter dénoncer son agresseur sexuel. Peut-être que la femme sera libre le jour où il n'y aura plus besoin de que deux hommes débattent de la liberté de la femme au tribunal. Peut-être que la femme sera libre le jour où l'homme descendra de son estrade. Merci. Merci pour vos prestations respectives. Chers finalistes, vous disposez d'un droit de réponse, et ce uniquement si M. Sauvager décide d'en faire usage. Monsieur Sauvager, souhaitez-vous répondre? En guise de réponse, je souhaiterais poser deux questions à mon aimable contradicteur. Qui êtes-vous et où êtes-vous? Quand êtes-vous plutôt? Où êtes-vous et quand êtes-vous? C'est magnifique, car j'ai pu assister à un discours qui a, je pense, 150 ans de retard. En effet, il y a 150 ans, une certaine Louise Michel protestait vivement contre la lutte des sexes au profit de la lutte des classes. Il y a 80 ans, un certain Lysenko tenait une analyse politique de la science, disant que le blé poussé en commun tenait en fait une analyse politique de l'agronomie. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en opposant systématiquement hommes et femmes à travers l'histoire, on crée un discours politique vide. Oui, dans la Genèse, il peut y avoir des choses qu'on qualifierait aujourd'hui de sexistes. En effet. Mais en choisissant spécifiquement à travers l'histoire des petits éléments, tout ça pour tenir un discours qui est vu de 2024, sans prendre en compte la date où a été écrit les livres dont nous étions censés faire l'analyse, sans prendre en compte également qu'il y a de cela quelques dizaines de milliers d'années, à l'époque où les Yamnaya parcouraient l'Europe, certaines sociétés également matrimoniales existaient. Un peu étrange dans ce discours. Sans prendre en compte tout cela, en jugeant depuis aujourd'hui, on nous abreuve d'un discours lysenquiste et soulignant parfaitement ce que je disais moi-même, une liberté toujours relative. J'ai tenté d'analyser la situation actuelle depuis des yeux de 1949, où écrivait Simone de Beauvoir. Nous avons pu assister à une analyse de 2024, à partir d'ouvrages de 1949, et d'exemples passés et dépassés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sauvager. Monsieur Masson, souhaitez-vous lui répondre? Oui. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon aimable contradicteur pour la comparaison avec Louise Michel, puisque c'est une figure que j'apprécie particulièrement. Maintenant, il me dit que mon discours est daté. Et c'est ce que j'ai essayé de démontrer
Ce que j'essaye de démontrer dans mon oral, c'est que l'homme, dès les prémices de la civilisation, a construit une société à son image. Et que même s'il y a eu des avancées, comme il le dit, il n'en demeure pas moins que la société actuelle demeure une société masculine. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, des députés. Il y a 70% de députés hommes, 80% de sénateurs hommes. Ensuite, il ne s'agit nullement d'opposer les hommes et les femmes. Personne ne remet en question la souffrance de certains hommes. J'aimerais citer Thomas Sankara, et je pense qu'on ne peut pas faire la leçon à Thomas Sankara sur la défense des plus faibles, qui disait que l'homme, même le plus opprimé, trouve toujours quelqu'un d'autre à opprimer, sa femme. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que même encore à l'heure actuelle, la femme, si elle veut prendre sa liberté totale, doit participer à façonner la société et non pas attendre que l'homme daigne accorder des droits. Merci. Merci messieurs. La seconde et dernière joute est officiellement terminée. Nous vous remercions toutes et tous pour votre attention. Les plaidoiries de la 13e édition du concours d'éloquence Antoine Favre s'achèvent. C'est pourquoi nous vous proposons, chers membres du jury, de vous retirer afin de procéder aux délibérations. Alors messieurs, nous souhaitions d'abord commencer par tous vous féliciter pour la belle finale que vous nous avez offert aujourd'hui. Et vous avez pu constater que le temps de notre délibéré était à la hauteur de la qualité de l'après-midi que vous nous avez donc offert. Il a été extrêmement difficile de vous départager, tant vous nous avez permis d'accéder à des idées de fond importantes, que vous avez réussi à nous faire sentir, ressentir, toucher, grâce à l'art oratoire qui vous a servi cet après-midi. Nous avons tous été admiratifs de votre courage, d'abord d'être là, en finale, de vous être mis en danger tout au long de cet après-midi. Nous sommes admiratrices de votre jeune âge aussi, voire très jeune âge, si je pense à vous, jeune homme. Et voilà, c'est notre première félicitation que l'on voulait vous adresser. Et pourtant, il a bien fallu que l'on réussisse à faire un classement, et c'est celui que je vais vous communiquer au nom de l'ensemble du jury. Le quatrième de cette finale, de cet après-midi, est Monsieur Jules Sauvager. Le troisième de cette finale est Monsieur Jérémy Montmasson. Le troisième de cette finale est Monsieur Enzo Roch. Et enfin, Monsieur Abdoulaye Malabad Hissène, vous êtes, pour cet après-midi, voilà, le grand vainqueur de cette finale. Vous nous avez emmenés, vous nous avez fait prendre conscience sur un sujet qui était des plus
Vous avez servi notre langue aussi tout au long de l'après-midi et on vous en remercie. Je pense que là, il y a quelques prises de parole pour vous féliciter aussi. Et je veux bien, au nom du Lions Club, que je représente ici ce soir. Le Lions Club, c'est le premier club de service avec 1 400 000 membres partout dans le monde. Bien représenté ici à Chambéry, etc. 4 clubs. J'appartiens au club citoyen, le plus ancien de France. Nous avons beaucoup d'intérêt pour les concours d'éloquence en général. Nous avons notre propre concours d'éloquence avec des lycéens lundi prochain, ici à Chambéry, avant des finales régionales, puis nationales. Je voulais remercier très chaleureusement Juris Entreprises qui vient vouloir nous associer depuis l'origine d'ailleurs, depuis 2012, à ce concours, et remercier aussi pour une parfaite organisation. Vraiment, je constate d'année en année le concours est toujours mieux organisé. Et puis, 2 mots sur ce que nous faisons dans la Lions Club. Je m'honorerai à évoquer le programme du mois d'avril qui va être très chargé, puisque nous allons débuter le mois d'avril avec les journées de la prévention de Manège à Chambéry. Nous avons 1400 lycéens qui vont venir consulter des professionnels de la santé, mais pas que, pour se sensibiliser aux risques qu'ils peuvent faire courir à leur santé. Nous allons poursuivre ensuite pendant 3 semaines avec les 100 000 tulipes que nous avons plantées sur la route du Bourget du Lac et que nous allons vendre pour aider les malades et les chercheurs en cancer. Et puis nous terminerons le mois avec le Radio Corps et qui met en contact les entreprises et les chercheurs dentaires. Je vais descendre pour remettre les chèques qui vous reviennent aux uns et aux autres. Avec vraiment très très chaleureuse et amicale félicitations. On part. Merci. Et bravo à tous. Et bien, je prendrai la parole à mon tour pour parler de notre club de service qui est le Rotary, et en l'occurrence notre club Chambéry-Landichat, qui a l'honneur de participer cette année donc, à ce concours de l'éloquence, qui m'a fait grande impression, déjà par le travail que vous avez effectué devant moi. Je vous trouve vraiment brillant, et je suis aussi vraiment touchée de participer avec les autres personnes du jury. Alors le club Rotary, peut-être que vous le connaissez mal, mais c'est un club qui est dans le monde entier, qui œuvre dans le monde entier et qui œuvre en direction des jeunes. Il y a des échanges, il y a des bourses. Si ça vous intéresse, mettez-vous à regarder sur Internet ce que fait le Rotary International. Nous, notre club, c'est un peu comme vous, le Lions Club, où on vient de vivre un mois de février intense. Avant, c'était des fleurs aussi, mais c'était pour la recherche contre le cancer. Il va y avoir au cinéma un film qui va permettre de récolter de l'argent pour la recherche pour le cerveau. C'est un film qui s'appelle Violet. C'est bientôt, je me rappelle. Excusez-moi. Et là, je voudrais remettre justement des chèques pareils à chacun de vous pour vous féliciter. Pourquoi nous sommes là? C'est parce qu'il
fais un arrêt sur l'image. Notre concours a membres du jury, on en a 5, on en a déjà 3. Maître Henri Leclerc, il a quand même défendu contre Badinter quand il a été attaqué par le Forisson, je crois. C'était quelqu'un qui résumait l'histoire à sa manière. Nous aurons ici Madame Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes et de la famille, qui a été vice-présidente du Sénat, et puis une consoeur de ma voisine, Madame Soyo, Maître Soyo, qui a défendu la petite jeune fille, je ne sais plus son prénom, Sarah, je crois, qui a été brûlée vive dans les sous-sols de son quartier HLM dans la banlieue parisienne. Donc si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de moi tout à l'heure. Vous aurez la possibilité de suivre une formation qui vous sera offerte à la prise de parole en public par 2 comédiennes professionnelles qui travaillent avec nous depuis 7 ans. Donc ils commencent à savoir quels sont les besoins et les attentes que vous pouvez avoir. Maintenant, la cause des femmes, je vais la définir par la négative. Ce n'est pas une association de terrain. C'est une association intermédiaire. Nous n'avons pas, par exemple, de guichet, le terme est mal choisi, mais de lieu où nous accueillons les victimes pour aller vite. Mais nous avons décidé de faire cette association. Vous voyez, je suis un homme. C'est important parce qu'il y a un tiers d'hommes dans notre association. Nous avons décidé de mettre en place cette association 6 mois avant MeToo. On en est très fiers. Ça veut dire que on n'est pas opportuniste. Ça s'est fait avant. Et c'est une association du fait qu'elle est sise à Gaillard, elle est binationale. On a un petit tiers d'Helvètes parmi nous, et ça peut être tout à fait intéressant dans la mesure où, pour revenir à votre concours de plaidoirie, vous serez confronté à des étudiants de la fac de droit de Genève. Le thème cette année tourne autour de cette expression qu'a employée notre président de la République, le réarmement démographique. Et si vous êtes intéressé, je vous donnerai les éléments, vous ou certains de vos camarades. Et quand je dis camarades, on aimerait bien un peu de parler. Sinon, la cause des femmes. J'ai noté, Madame la Présidente, que tout à l'heure, vous avez fait un très beau lapsus. Vous avez parlé au féminin. Ça, c'est qui? Oui, c'était. Voilà. Mais le concours, il a commencé bien avant. Donc là, vous êtes vous êtes les 4 meilleurs du concours, donc il ne faut pas l'oublier. Même lorsqu'on est 4e, c'est déjà une très belle place. Et on ne saurait que vous encourager évidemment à persévérer. Donc notamment, vous avez une invitation, pourquoi pas, donc très prochainement au mois de septembre pour 26 septembre. Voilà, le concours de plaidoirie. Donc on vous invite à y assister. Je suis certain qu'à titre personnel, ça vous a fait énormément progresser. Et nous sommes, et à travers moi, vos professeurs, ravis de voir le résultat. Donc encore bravo à tous. Encore toutes nos félicitations à vous 4. On va prendre un petit moment avec chacun d'entre vous. On s'est proposé aussi pour vous faire part de nos impressions, pas devant tout le monde, mais voilà, de nos encouragements, vous individuellement, vous indiquer les belles qualités que l'on a vues et l'avenir resplendissant qui est devant vous.